entamer le dernier cours. Cette semaine sur Nida, c'est pour cette série, c'est le dernier. On va, pardon, à l'année prochaine. Je sais pas, je vais pas. Ouais, voilà, donc. Notre dernier sujet, donc on a commencé la semaine dernière à voir les règles des vestot, donc ces dates de prévention. Donc je vous rappelle, grosso modo, d'abord la bracha. Donc la bracha de la Gemara, quelqu'un qui respecte ses halachot, il aura droit à des garçons réussis dans le sens le plus fort du terme. Donc ces règles de prévention, si on les respecte, il faut les respecter, donc ont un message de bracha important. Le principe, c'est que à une date présumée d'arrivée des règles, donc bien que les règles ne soient pas encore arrivées, il faut se séparer. Il faut se séparer. Combien de temps est-ce qu'il faut se séparer? On a vu qu'il faut séparer une ona, l'ona étant soit le jour, soit la nuit, en fonction du moment où les règles sont apparues le mois dernier. Donc en fonction de cette date d'apparition des règles, il faudra se séparer le mois prochain. Une fois que la date est passée, la femme et l'homme, le mari et la femme peuvent se retrouver. Donc très souvent c'est une erreur fréquente. Les femmes s'imaginent, une fois que la ona est passée, on se sépare jusqu'à ce que les règles arrivent. C'est totalement faux. Donc, pardon. 12 heures. Oui. Après le 30e jour, elle n'a pas encore vu le 30e jour. Et après, elle peut revenir. Oui. C'est imminent. Oui. Alors, la question que vous posez, c'est la question que toutes les femmes posent. C'est, si elle a pas ces règles, c'est qu'elles vont arriver. Bon. C'est vrai. Et malgré tout, le couple va se retrouver. Ce qu'il faut faire, il y a une mesure de précaution à prendre. C'est pas obligatoire au sens halachique du terme, mais c'est un conseil d'amis. C'est s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise en route. Comment est-ce qu'on le fait? Les couples d'un bon niveau, c'est-à-dire que ceux qui ont le courage de poser des questions, d'aller chez le Rav, j'espère qu'à la fin de cette série, j'aurai réussi à convaincre certains d'entre vous au moins à franchir le pas. Je sais que c'est pas toujours agréable, mais il faut le faire. Donc, faire une dika avant le rapport. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise en route. Celles qui n'arrivent pas encore à franchir le pas, au moins, avant le rapport, vérifier dans le sous-vêtement s'il n'y a pas des sécrétions vaginales importantes qui pourraient être donc des signes d'avertissement, des signes que les règles sont imminentes. Alors, si on voit que les règles sont imminentes, s'il y a plus de sécrétions que d'habitude, donc il faut pas avoir de rapport. Mais sans cela, au niveau de la halakha, c'est permis. C'est permis, donc ces dates de prévention, c'est des dates, une fois qu'elles sont dépassées, le couple est permis de nouveau. Ce qu'il faut faire, on a vu donc la semaine dernière qu'il faut faire une vérification pendant la ona. Techniquement, il faut en faire deux, une en début d'ona, en fin d'ona, mais ce qui est indispensable, c'est une vérification. Donc, dans le cas de la ona benonite, donc le 30e jour, si la vérification n'a pas été faite, tant qu'elle n'est pas faite, le couple est interdit. Alors, on a vu la semaine dernière qu'il y a 3 dates de prévention. Je rappelle ce qu'on a vu. Il y a la date du mois hébraïque. Alors je prends. Si madame a vu le Chav Daled, ça se voit ou c'est trop petit? Elle a vu le Chav Daled du mois de Nissan. Le mois d'après, donc le 24 Nissan, le 24 Iyar, le couple devra se séparer. Ça c'est la règle, la date du mois hébraïque. Pourquoi cette règle? C'est simple, parce que le cycle lunaire a une influence sur le cycle menstruel de la femme, et donc en fonction du moment où les règles sont apparues par rapport au calendrier hébraïque, donc il faudra se séparer le mois d'après. Il y a une deuxième date, on l'a vu la semaine dernière, c'est le concept d'intervalle entre les règles. Je reprends l'exemple qu'on a vu la semaine dernière. Donc si une femme, elle a vu le 1er Nissan, le Aleph Nissan, la fois d'après, elle a vu le Chet, le 28 Nissan, donc au bout de 28 jours. Donc on compte les jours, je vous rappelle, on compte le jour du début des règles, c'est le numéro 1, le dernier jour c'est le numéro 28. Donc c'est inclus dans le compte, les 2 jours des règles sont inclus dans les jours des règles, dans le calcul. Donc elle a vu au bout de 28 jours. Cet intervalle, c'est son intervalle. Le mois d'après, le couple devra se séparer au bout de 28 jours. Et on recompte les 28 à partir
du Chafret, c'est-à-dire le Chafret le 28 du mois de Nissan, c'est à la fois le terminus et la case départ. Case arrivée, case départ, ça sert aux deux. Donc, elle recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Le Chafé, le 25 du mois de Iyar, le couple devra se séparer. Il y a plusieurs méthodes ou quoi? Non, c'est... Je vous enseigne le minimum. Non, vous avez dit ou la même date? Non, il y a 3 dates de séparation. Oui, parce que, bon, alors, vous posez une bonne question, je vais y répondre en quelques instants. Donc, on va peut-être prendre les autocollants de couleur, là, pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Il y a donc, ce qu'on a vu, c'est la date du mois hébraïque. Il y a 3 dates, en règle générale. Donc, il faudra séparer le 25. Il faudra aussi séparer, parce qu'elle a vu le 28 du mois. Le Chafret, il faudra séparer le Chafret, le 28. Et il y a la 3e règle, à Botaï, la Ona Benonit. Ona Benonit, c'est le 30e jour. Toute femme qui n'a pas de cycle régulier doit se séparer de son mari le 30e jour. Mais dans le 30e jour, il y a une particularité, c'est qu'on se sépare non pas de 12 heures, mais 24 heures. Le 30e jour est entièrement interdit, donc du début du coucher du soleil jusqu'au lendemain, jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire concrètement, il y a 24 heures de séparation. Alors, là c'est du jaune. Donc ça c'est le 30e jour, c'est ici. Donc le 27 au soir, jusqu'au 27, enfin le 27 l'après-midi, jusqu'au 27 le lendemain, il faut se séparer. Donc pendant le jour, dans le calendrier juif, commence au coucher du soleil. Donc, le 30e jour, on se sépare. Donc, il y a 3 dates de séparation. Ces dates figurent donc en bas. Vous avez l'intervalle, les jours de prévention, c'est quoi? C'est l'intervalle entre les règles, la flaga en hébreu, le 30e jour, ce qu'on a vu ici, et la date du mois juif. Alors, toute femme qui n'a pas de cycle régulier doit se séparer lors de ces 3 dates. C'est quoi un cycle régulier? C'est lorsque 3 fois de suite, madame a vu ses règles à la même date, ou avec le même intervalle. Donc si 3 fois de suite elle a vu le Chafret, le 28, elle aura un cycle régulier. 3 fois de suite elle a vu au bout de 28 jours, donc elle aura un cycle régulier basé sur un intervalle de 28 jours. Une femme qui a un cycle régulier ne doit se séparer de son mari qu'à une seule date, la date du cycle régulier. Une femme qui n'a pas de cycle régulier a 3 dates de séparation, la date du mois juif, l'intervalle et le 30e jour. Donc ça c'est les 3 dates pour une femme qui n'a pas de cycle régulier. Donc c'est la majorité des femmes. Une femme qui aurait un cycle régulier, je vous conseille de faire une Shelat Racham, de demander à un rabbin, je vais expliquer dans les détails les règles et certaines particularités. Je vais rentrer là-dedans. Comme les cas de femmes qui ont un cycle régulier sont relativement rares, je ne veux pas rendre le cours trop complexe. La semaine dernière, on a parlé de la contraception, n'est-ce pas? Donc on va ce matin parler des retombées de la contraception, oui. Imaginons deux femmes, une qui a un cycle 28-29 et l'autre qui a un cycle 30-31, 31-32. Est-ce que ça revient exactement au même, ces règles-là? Parce que bon, la femme qui se sépare le 27-28, bon, ça correspond à son cycle. Donc, mais l'autre, finalement, qui a souvent des cycles plus longs, elle aura des règles plus longues la plupart du temps, donc elle sera avec son mari, par exemple, le 17-8e. Elle est déjà obligée de se séparer le 28, alors qu'elle a... Non. Une femme qui a un intervalle de 35 jours, par exemple. Dernier intervalle. 35. Oui, bon, en fonction du dernier intervalle. Donc elle devra séparer 3 dates, la date du mois hébraïque, parce que ça, on craint chez toute femme que ce soit le mois hébraïque qui influe sur son corps. Il y a, donc le mois hébraïque, c'est-à-dire la lune, le calendrier lunaire, si vous voulez. Le 30e jour, comme n'a pas de cycle régulier, elle doit séparer le 30e jour, et le 35e, si c'est son intervalle, c'est 35. 31-32, pas le 35, c'est-à-dire 31-32, c'est-à-dire elle se sépare à partir du 28, comme l'autre femme, tu as ses règles à peu près. Le 28, le 29 elle est permise, Non, mais pas cette, non! Mais cette femme, parce qu'elle a eu ses règles au bout de 28 jours. Mais si cette femme, elle a eu ses règles au bout de 35, si ça c'était si le Chafret c'était le 35e jour, elle avait vu non pas en Hadar, elle avait pas en Nissan ou en Hadar, elle avait vu le mois d'avant. Donc elle a eu au bout, alors 30 jours, elle aura que ces 2 dates. Si ça c'est le 30e jour, si les règles sont intervues le 30e jour, elle aura que ces 2 dates, le 27 et le 28.
Le 27 et le 28, au bout du passé, au niveau du mois hébraïque, elle a vu le 28, donc elle doit séparer le 28. On doit séparer la date du mois hébraïque, l'intervalle et le 30e jour. Donc si cette femme a vu, ça c'était au bout de 40 jours, elle devra séparer le 30e jour, comme toute femme qui n'a pas de cycle régulier, la date du mois hébraïque et le 40e jour. Régulier, c'est que la date du mois hébraïque? Non, ça peut être l'intervalle aussi. Une femme qui voit tous les 28 jours, elle a un cycle régulier basé sur l'intervalle de 28. Voilà. Donc, ça c'est une manière très très sommaire, hein, je vous le rappelle, c'est une manière très très sommaire, le strict minimum, et encore. Donc, c'est des règles qui demandent plus d'investissement. Je ne veux pas vous décourager, donc on fait vraiment le premier pas, mais il faudrait à l'occasion essayer de s'investir plus dans l'étude de ces règles pour que les choses soient un peu plus, qu'on fasse mieux les choses. Donc, une femme doit faire une vérification lors de chacune de ses onotes, ces moments de prévention. Si elle l'a pas fait, alors s'il s'agit du 30e jour, ou si c'est une femme qui a un cycle régulier, qui a oublié de faire sa bdika, tant qu'elle fait pas sa vérification, le couple est interdit. Un exemple, vous venez de France, et votre femme vous dit, j'ai pas encore eu mes règles. Et elle se dit, mais zut, j'ai oublié de faire ma bdika le 30e jour. Il faut donc, avant le rapport, qu'elle fasse une vérification. C'est obligatoire. Tant qu'il n'y a pas de vérification pour s'assurer qu'entre-temps, les règles sont pas arrivées, même s'il y a une semaine qui s'est passée, il y a une semaine de retard, ça peut arriver. Donc, il faudra qu'elle fasse une vérification avant le rapport. Maintenant, quels sont il y a un autre système. Donc, on est en train de voir les jours de prévention par rapport, si vous voulez, aux dates et aux intervalles. Il y a un grand pourcentage de femmes qui ont un cycle régulier, non pas basé sur des dates de prévention, sur une date ou sur un intervalle, mais sur un signe annonciateur de l'arrivée des règles. Je m'explique. Il y a des femmes, chaque mois, 3 heures avant l'arrivée des règles, il y a un petit bouton qui apparaît sur la joue droite, où ils ont des maux de tête, des maux de ventre, des douleurs dans les jambes. Lorsque le signe annonciateur est un signe fort qui ne prête pas à confusion, c'est important, une petite sensation n'est pas un signe annonciateur, il faut que ce soit un signe qui annonce sans équivoque l'arrivée probable des règles. Lorsqu'une femme, elle a ce genre de signe annonciateur, après son signe, elle doit se séparer de son mari. Si 3 fois de suite, elle a eu un signe et les règles sont venues, elle aura un système régulier, un cycle régulier basé non pas sur une date du mois juif ou un intervalle, mais sur le signe annonciateur, et il n'aura pas besoin de se séparer de son mari lors de la date du mois hébraïque ou lors de l'intervalle. Donc je répète, et c'est très fréquent, il y a énormément de femmes qui ont donc des signes annonciateurs, et donc si une femme, elle a régulièrement, chaque fois qu'elle a ce signe, elle a ses règles qui viennent, elle a comme principal moment de prévention, le moment où elle a cette perception physique. Alors je tiens à préciser un petit instant, là aussi, si c'est le cas chez vous, il faudra prendre conseil avec un rave, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de, si vous voulez, le corps de la femme aujourd'hui n'est plus ce qu'il était il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Donc le stress, notre mode de vie aujourd'hui a influé sur les femmes. Il y a quelques dizaines d'années, encore beaucoup de femmes avaient des cycles réguliers. Aujourd'hui, le stress a fait que même les femmes sont rares, qui ont vraiment un cycle régulier. Donc, là, au niveau des signes corporels, il y a aussi si vous voulez, des écarts. Il y a des femmes qui ont un signe 24 heures avant l'arrivée des règles. Il y en a qui l'ont 2 heures avant. Il y en a qui ont 3 ou 4 jours avant. Il y en a qui ont parfois ça 1 semaine avant. Il y a des femmes qui, pendant 3 jours, vont ressentir une certaine douleur et des règles vont intervenir après. Il y a des femmes qui ont un signal d'alarme 3 jours avant. Elles ont un mot de tête et elles savent très bien que dans 3 jours, elles auront leurs règles. Donc tout ça a fait que c'est complexe. Là aussi, je ne veux pas entrer dans les détails. Ce qu'il faut, c'est inscrire le moment du signe physique et le moment où les règles ont commencé, et téléphoner à un rave pour savoir comment ça se gère. Parce que là aussi, il y a des règles précises qui seraient trop complexes d'expliquer dans les détails. Voilà, Même si les règles sont complètement irrégulières. C'est-à-dire Si les règles sont très irrégulières, une fois c'est, admettons, on prend un extrême, une fois c'est 30 jours, 40 jours, admettons, et une fois c'est 28 jours. Oui. Elle aura un cycle irrégulier. On considérera que c'est régulier par rapport au signe. Oui.
Donc si c'est un signe annonciateur, même si c'est parfois le jour, parfois la nuit, elle peut avoir un cycle régulier. Il y a beaucoup de femmes qui ont un cycle régulier. C'est-à-dire après, ce qui dit que le cycle régulier, le Veset Kavua, le plus fréquent, c'est le cycle régulier qui est basé sur les signes annonciateurs du corps. Et je peux témoigner apporter mon modeste témoignage que c'est vrai. Hein, on voit dans la réalité que beaucoup de femmes ont un cycle basé sur les signes annonciateurs, et donc ça a des règles assez précises. Il faut se séparer en fonction du moment du signe annonciateur et le moment de l'apparition des règles. Donc il y a des règles. Si elle sait que c'est 3 jours après le début elle a un cycle 3 jours après là ces règles. Pour les 2 premiers jours, elle est permise. Donc, alors j'en parle dans tous les détails, ce serait trop complexe. Il faut poser la Sheila à un Rav si le cas se présente. Vous avez dit qu'il y a trois dates à Laona. C'est le mois juif, l'intervalle, le 30e jour. Oui. Mais si à l'insignation annonciateur, vous avez dit il y a 2 de ces dates qui s'en vont. C'est lesquelles? Les 2 dates, le mois juif et l'intervalle. Et l'intervalle qui saute. Oui, le Haona Benoni, c'est trop complexe. Dans certains cas, ça saute, dans certains cas, ça saute pas. Donc il resterait que le 30e jour. Même le 30e jour, Même le 30e. dans certains cas, il saute, dans certains cas, il saute pas. Là aussi, Il n'y a plus de Ona. il y a seulement, la Haona, c'est en fonction du signe du signe. C'est pas qu'il y a le signe, c'est ça? Non, pas toujours, parce que si les règles interviennent 24 heures après, donc les premières 24 heures, le couple est permis. Donc il n'y a pas de Ona. La Ona sera 24 heures après. Ouais. Voilà, une femme qui prend la pilule, oui. Pourquoi 24 heures, 12 heures? Si ça arrive vraiment 24 heures avant, c'est les règles. La période de permission sera que 12 heures. On prend quand même 12 heures avant. Oui, 12 heures. Bon, encore une fois, si elle sait que la 24 heures, ça arrive jamais pendant 24 heures. Après, ça arrive. Arriver des règles, on prend 12 heures avant. Les 12 heures, la Ona dans lequel tombent les 24 heures. Mais encore une fois, je vous dis les choses de manière très, très caricaturale. Une femme qui prend la pilule, donc il y a 2 sortes de pilules. Il y a une minorité de pilules qui bloquent totalement les règles. Donc la femme prend ça en continu. Donc c'est le cas du Femulène en Israël. En France, je crois que c'est le Cerazet, c'est le Microval. Donc d'habitude, les femmes prennent la pilule en continu, et soit elles n'ont pas du tout leurs règles, soit les règles arrivent à l'improviste. Donc c'est un cas de figure. Le cas le plus fréquent, c'est donc ça c'est les pilules qui sont basées seulement avec la progestérone. Les cas les plus fréquents, c'est les femmes qui prennent du Méliane, de l'harmonette ou des choses comme ça. Et donc c'est des pilules basées à la fois sur de la progestérone et sur des œstrogènes. Et donc elles prennent théoriquement leur pilule pendant 21 jours. Elles arrêtent la pilule et elles voient au bout de quelques jours. Donc le premier mois qu'une femme prend la pilule, comme elle ne sait pas dans quel intervalle de temps après avoir arrêté sa pilule elle va avoir ses règles, après le dernier cachet, les premières 24 heures sont permises. Après, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas quand ça va venir. Au bout de quelques mois, elle va savoir plus ou moins quand ses règles arrivent. Elle va savoir que, disons, ça arrive au bout de 3 jours. 3 jours après le dernier cachet, elle a ses règles. Donc les premières 48 heures, le couple est permis. Le 3e jour, il faut faire attention parce que ça peut avancer un petit peu. Donc 48 heures, c'est permis. À bout de 48 heures, il faut éviter d'avoir un rapport parce que les règles peuvent arriver à l'improviste. Si une femme, elle a pris sa pilule en continu, elle a des plaquettes et elle a continué une 2e plaquette. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, je conseille au couple de se servir de la pilule pour jouer lorsque c'est nécessaire sur le moment d'arrivée des règles. Si vous partez en voyage d'affaires, vous revenez, votre femme risque d'avoir ses règles 2-3 jours avant votre retour, c'est un peu dommage. On revient d'un voyage d'affaires, on veut se retrouver, donc qu'elle continue une 2e plaquette. Si elle continue une 2e plaquette et que ça fait déjà 3 mois qu'elle prend la pilule et qu'en prenant la pilule elle ne saigne pas, tant qu'elle prend la plaquette, le couple est permis. Donc il n'y a pas d'Ona Benunit, il n'y a pas de Vesta Chodesh, il n'y a pas de 30e jour, il n'y a pas de mois de règle séparation en fonction du mois hébraïque, et il n'y a pas d'intervalle. Tant qu'elle prend la pilule, c'est que la pilule sur elle, ça bloque l'arrivée des règles, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de... Parce que comme elle sait que les règles, ces pilules sont efficaces chez elle, ça bloque l'arrivée des règles, il y a un système qui fait qu'elle ne va pas avoir ses règles. Là aussi, de nouveau, lorsqu'elle va arrêter... Ça fait que la peut s'appliquer. Alors là, on enlève complètement... Oui, on bloque les règles. Bon. Il faut quand même faire attention parce que lorsqu'on continue à prendre la pilule un peu... Il y a des femmes qui supportent très bien de prendre une 2e plaquette, il y en a chez qui ça marche pas à 100%. Donc, avant un rapport, là, de nouveau,
parce qu'on a pris la pilule en continu, il faut essayer de vérifier, voir ce qui se passe, s'il n'y a pas de mauvaise surprise en route. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent? Oui, il faut y aller. Il y a des questions? Alors, avant de parler des cas spéciaux, je vais parler un peu des cas spéciaux, j'aimerais quand même, en guise, si vous voulez, de mini-conclusion sur ce cycle. Donc, on va encore un peu avancer, mais j'aimerais dire un mot parce que il y en a qui parfois quittent avant la fin du cours, ne peuvent pas rester jusqu'au bout. Donc, il est primordial, Rabotai, je veux quand même rappeler, si vous voulez, ce qu'on a vu dans ce cycle. Je pense que vous êtes tous conscients que c'est des choses qui sont indispensables pour une vie du couple avec la Torah. Donc le sujet, l'intitulé, c'était le couple juif et la Torah. Donc, pour vivre une vie de Torah, ça fait partie intégrante de la vie du couple. Alors, je pense que vous êtes conscients que c'est un sujet qui n'est pas un sujet banal, qui n'est pas un sujet qui est facile, du moins le premier abord n'est pas toujours évident. Comment faire pour appliquer ces halakhot comme il faut? Alors, ça ne suffit pas d'avoir écouté ce cycle, il faut réviser. Il faut réviser ces cours. Je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle. Vous savez il y a un problème de support. On a un problème en France de support, de livres traitant de Nida. Et dans quelques semaines, Bezrat Hashem, il y a un nouveau livre qui va paraître. Alors, ce nouveau livre a été écrit, il y a une particularité, c'est qu'il a été écrit par, en fait, c'est le mari qui a signé, mais concrètement, c'est plus ou moins une rabbinite qui a écrit ce livre. Plus ou moins. Alors, l'avantage, c'est que, si vous voulez, lorsque Nida c'est écrit par un homme, nous les hommes, à la limite, on comprend, mais les femmes, très souvent, c'est écrit par un homme avec une tête d'homme. Là, ça a été écrit plus ou moins par une rabbinite, donc pour les femmes. Alors, c'est un livre qui, en Israël, je pense, c'est le meilleur livre en hébreu pour Nida. C'est pas un livre qui va dans des pilpoulim, dans des démonstrations profondes. C'est un livre qui est clair, qui a chaque chapitre technique a une partie d'explication du sens de la mitzvah. Donc c'est un livre qui a des avantages par rapport à beaucoup d'autres ouvrages. Donc il a été traduit par ce qui est aujourd'hui la meilleure traductrice des ouvrages français, donc la rabbinite Pell de Jérusalem. Et elle a fait un travail extraordinaire. Il y a une préface exceptionnelle du grand rabbin de France. Il y a des askamot de Rav Revivo et encore beaucoup d'autres rabbinim. Donc c'est un livre qui, je pense, doit figurer dans chaque foyer juif, parce que il a des qualités que n'ont pas d'autres livres. Alors je profite, il s'appelle Tohar. Le nom du livre c'est Tohar. La rabbinite Shemesh, le Rav Moshe Shemesh avec son épouse la rabbinite Ruth Shemesh. C'est une madricha, donc ça fait des dizaines d'années qu'elle travaille en Israël sur ce sujet, et elle a beaucoup d'expérience. Donc ça a été traduit par Madame Pell. Donc, voilà. Donc alors j'aimerais profiter pardon? C'est pas encore imprimé, ça va être après la semaine prochaine, Madame Hachem. Donc je peux vous dire pour que les choses soient claires que j'ai pris la responsabilité de surveiller la traduction, parce que si vous voulez au niveau de la halakha, c'est lorsqu'on traduit un livre de Moussar, d'Ashkafa ou de Kabbalah en français, même si c'est pas très précis, c'est pas une catastrophe. Au niveau de la halakha, chaque mot a une importance énorme. Je veux dire, je crois avoir passé des centaines d'heures sur la traduction pour ce livre. J'ai passé énormément de temps parce que je veux que le livre soit précis. Les questions, lorsqu'il fallait trancher sur un tel mot ou un autre mot, donc avec les implications du niveau de la halakha, donc ça a été tranché par un des géants de d'Ilchot Nida, donc mon maître Rav Moshe Shaul Klein, qui est le bras droit de Rav Wosner. Donc il parle pas le français, mais donc toutes les questions ont été traduites, etc. Donc on a passé énormément de temps là-dessus pour que ce soit un livre. Il y a rien de parfait sur terre. Donc si jamais vous avez des remarques, je vous serais gré de m'en faire part, parce que il y aura Bezrat Hashem, j'espère, d'autres impressions. Il y a des choses qu'on peut améliorer encore. Donc, mais c'est un livre qui d'après moi a une valeur exceptionnelle. Il a une qualité qui malheureusement fait défaut de certains ouvrages. Dans trop d'ouvrages en France qui parlent de Nida, il y a eu la mauvaise idée de faire un amalgame. Un amalgame, c'est-à-dire que certains auteurs ont introduit d'autres données qui n'ont rien à voir avec Nida. Il s'agit de quoi? Il s'agit des règles de comportement intime. Dans trop d'ouvrages sur Nida, on parle de cela.
Alors, c'est une erreur au sens rigueur halachique, et c'est une erreur qui est très grave. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, au niveau de la rigueur halachique, c'est que Nida, ce qu'on a vu, fait partie de Yoredea, de la classification Yoredea. Tout ce qui est règle d'intimité fait partie de Udorachaim ou d'Ebenezer, ça n'a rien à voir au niveau de la classification. Alors vous allez dire, c'est pas grave. C'est vrai, c'est pas grave. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit que cette erreur, lorsqu'on introduit des données qui ont à voir avec l'intimité du couple dans Nida, pourquoi est-ce que c'est grave? Parce que Nida et les règles d'intimité sont deux domaines qui n'ont rien à voir au niveau de leur gravité. Nida est sanctionné par la sanction très grave de karet. Je vous ai déjà dit, j'aime pas traduire, j'aime pas faire peur. Mais il faut savoir que c'est très grave. Karet, c'est ce qui sanctionne quelqu'un qui mange un sandwich à Pessah. Ou qui mange une pomme à Yom Kippour. Nida, c'est très grave. Les règles de comportement intime n'ont rien à voir au niveau de la gravité avec Nida. Il n'y a pas d'interdit réel, à part 2 ou 3 exceptions où c'est interdit. Même ces interdits ne sont pas des interdits qui ont une gravité similaire ou qui s'approchent de la gravité de Nida. Il y a des choses qui sont interdites, mais c'est beaucoup moins grave que Nida. Ça n'a rien à voir. Troisièmement, Nida oblige tout un chacun. Quelqu'un qui vient de faire tchouva, il revient d'un séminaire d'Arachim ou de Shevet Achim ou de Horaïta, de la même manière qu'il doit commencer à mettre les tefilines, le couple doit apprendre la règle. Une fois un Baal Tchouva qui est venu chez moi dire à Dreyfus, vous avez du piston, 7 jours, comptez 7 jours, c'est beaucoup, vous pouvez pas faire une réduction comme ça, 4 ou 5 jours. Non, c'est uniforme, c'est pour tout le monde, 7 jours. On peut rien faire sur la Torah, c'est pour tout le monde. Par contre, lorsqu'il s'agit des règles de comportement intime, c'est à géométrie variable. C'est-à-dire, plus un couple progresse dans la Torah, et plus il devra essayer d'adopter une conduite plus élevée. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote pour que les choses soient claires. Il y a un de ces livres en France, il y en a peut-être plusieurs, j'ai vu ça dans un livre. Enfin, disons, il y a un couple qui est venu me voir dans une banlieue parisienne, dans le nord de Paris, il y a quelques années. Qui dit, voilà, Rav Dreyfus, on a décidé de faire tchouva, on a décidé de respecter donc ces lois de pureté familiale de Nida. On a acheté un livre et on a tout arrêté. Pourquoi on a tout arrêté? Parce que dans ce livre, il y a marqué que, je vous dis les choses telles qu'elles sont marquées là-bas, les rapports doivent se passer à minuit. Bon. Nous, ça va pas. Bon, on peut pas à minuit, c'est bon. Avant, après. Minuit, ça peut arriver, mais fixer ça à minuit, bon. Alors, comme on a vu que c'est pas pour nous, alors on fait rien du tout. Alors, c'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Parce que la règle de minuit, Rabotai, c'est pour la super haute aristocratie du peuple juif. Des couples qui ont des très longues années de mariage derrière eux et qui ont atteint très haut niveau de vie spirituelle. S'ils peuvent, c'est bien. Le tout un chacun, certainement pas. Par contre, Shiva Nekim, les 7 jours, c'est pour tout le monde. Alors, ce qu'on met les mêmes choses ces deux choses dans le même livre, ça fait qu'il y a un rejet total. C'est pas, les gens ne savent pas, parce que c'est dans le même ouvrage. On s'est dit, ils savent pas que Chatzot, minuit, c'est de la haute voltige, de la super haute voltige. Par contre, Shiva Nekim, c'est pour tout le monde. C'est pour ça que c'est très grave. C'est très grave de faire un amalgame. Donc, ce livre a comme avantage qu'il ne rentre pas dans ces considérations. Il ne rentre pas dans ces considérations, parce que c'est des considérations qui n'ont rien à voir. Alors, j'aimerais aborder un sujet encore, et je tiens à préciser que c'est un sujet... Oui. Une question qui m'est venue. Vous avez dit au tout début du cours que effectivement les couples qui respectaient à fond les règles de Nida, ils étaient assurés d'avoir des garçons bien. Par contre, vous n'avez pas dit quel était l'impact sur le couple. Je pense que c'est important. Est-ce que tous les gens qui respectent est-ce que la Torah s'engage? Est-ce qu'il y aura du Shalom Bayit? Est-ce qu'il y aura ça? Je pense que c'est pas suffisant, j'imagine. Oui, alors, vous avez raison de poser la question. Si vous voulez, Nida, oui. Non, c'est une très bonne question. Non, alors, la question qu'on me pose, c'est quelles sont les influences de Nida sur la vie du couple? Bon, oui. Non. Alors, si vous voulez, il y aura encore un cours, je vous annonce maintenant un cours qui est sur des généralités sur Nida. Donc on en traitera pendant ce cours. Donc il y aura un cours, si vous voulez, ce sera un cours qui sera au niveau parce que ce cours va être diffusé en France, sur CD. Ça sera, si vous voulez, l'introduction sur Nida. On va parler de cette question d'influence, de l'impact de Nida sur le couple. Donc c'est une très bonne question, mais je vous laisse
Oui. Je suis un peu gêné par la notion de jour de prévention, parce qu'on a l'impression que c'est pour éviter que ça se passe. Oui. Alors, le jour de prévention, par exemple, du mois juif, qui est un moment de prévention, mais par contre, la femme n'aurait pas eu ses règles pendant 20-28 jours, a priori elle va avoir ses règles, et là, on fait simplement une prévention d'une vérification avant. Ça a l'air un petit peu, alors que finalement, elle n'a jamais eu le 28e jour par rapport à la date, lunaire au niveau de la date hébraïque. Là, on fait 12 heures et on bloque tout. Alors que finalement, alors qu'elle n'a pas eu ses règles pendant 28-29 jours, alors qu'elle va avoir ses règles a priori, puisque, alors là, vous bloquez simplement par une vérification avant. Comment ça se fait? C'est la notion. C'est une très bonne question. Mais là aussi, je vais pas vous répondre. Je vous dis pourquoi, parce que je vous l'ai dit, ce sujet, c'est un sujet qui est très très vaste. Et donc, je veux pas répondre, donner une bonne réponse en quelques phrases. Je vous encourage, vous tous, à vous investir dans l'étude de Nida approfondie. Donc, ne pas vous limiter à ce cours, mais essayez de fixer un cours, une chavruta, ou un cours régulier pour approfondir Nida. Vous posez une bonne question, il y a une réponse, une bonne réponse à cette question, mais c'est au moins une journée de cours, si pas plus. Donc, je peux pas vous répondre comme ça en 2-3 minutes. Mais au contraire, je suis content, j'encourage votre curiosité intellectuelle et vous investir dans l'étude de Nida, l'étude approfondie. Voilà, j'aimerais parler d'un sujet. Un sujet qui est... en fait, j'aurais jamais dû en parler. Je vous dis franchement, c'est un sujet qui est délicat, mais comme une des plus grandes personnalités du judaïsme français contemporain m'a demandé d'en parler, alors je vais en parler sans en parler, tout en parlant quand même. Bon, il s'agit de quoi? Il s'agit des règles, justement, de comportement intime. Ce qui se passe après le mikvé, au niveau du couple. Donc, c'est un sujet, en fait, qui doit se traiter en tête à tête avec un rave lorsqu'il y a une question qui se pose. C'est pas un sujet dont on peut débattre en public, parce que chaque couple a ses particularités, chaque couple a son mode de vie, et donc il y a pas vraiment de généralité. Ce que j'aimerais dire quand même, c'est que de manière générale, il y a beaucoup de couples qui ont eu le bonheur de faire tchouva, et donc qui ont eu un vécu éducatif, un vécu conjugal, ou malheureusement extra-conjugal avant le mariage. Et ce vécu, trop souvent, qui était empreint de touma, a laissé des traces au niveau de la vie intime. On s'imagine trop souvent à tort que tout ce qui se passait avant la tchouva, est devenu strictement interdit après la tchouva. Alors je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, il y a très souvent un amalgame qui est fait entre les fausses morales chrétiennes et la Torah. La Torah n'a rien à voir avec la morale chrétienne. Donc la Torah, de manière générale, veut que le couple vive sa vie de couple de manière pleine et satisfaisante. Pleine et satisfaisante, donc il y a énormément de choses qu'on s'imagine à tort qui sont interdites. Et une des raisons, c'est justement ces ouvrages qui vulgarisent, dans le sens le plus fort du terme, des règles qui ne sont pas à mettre à la portée de tout le monde. Lorsqu'on a traduit par exemple, les textes hébraïques qui parlent de ces règles de comportement intime, on a fait de la vulgarisation, c'est-à-dire qu'on a mis à portée tout le monde des règles qui ne peuvent pas être comprises de manière stricte. Donc, de la même manière qu'une Gemara, comprendre la Gemara seule, c'est pratiquement impossible. Il faut un maître pour comprendre la Gemara. Comprendre ces textes qui parlent de la vie intime, parce qu'il y a des textes qui parlent de la vie intime, les comprendre seul, sans l'aide d'un rave, est impossible. Alors qu'on a traduit, on a mis à la portée d'un peu tout le monde ces règles, et les gens l'appliquent. La règle du minuit, par exemple, c'est un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples. On les applique un peu n'importe comment, ce qui donne des catastrophes. Donc, de manière générale, tout un chacun doit essayer de progresser. C'est vrai dans tous les niveaux de la Torah. C'est vrai aussi au niveau de tout ce qui est intime. Une des données maîtresses de la Torah, et c'est vrai au niveau de la vie intime aussi, c'est de ne pas être égoïste, de donner. Alors, on a déjà parlé du fait que l'amour c'est donner. C'est vrai dans toutes ces règles de comportement intime. Donc il faut savoir donner. On est là pour donner, pas pour prendre. Lorsque les deux membres du couple cherchent à se donner l'un à l'autre, on arrive à une vie équilibrée. Vie équilibrée, encore une fois,
avec très très peu d'interdits réels. Il y a des conduites qu'il faut adopter. Alors, lorsqu'on a un doute, lorsqu'il y a au niveau du couple, madame qui brandit son manuel en français avec des règles, il dit, voilà, c'est marqué qu'il faut pas le faire, et si tu fais ça, il y a telle chose telle catastrophe qui va s'abattre sur ton crâne. Bon. Et le mari, parce que le mari, il a un vécu antérieur, parce que le mari, il est au travail, il est sans arrêt remis en question par ses collègues non religieux ou non juifs, ou parce qu'il a vu certaines choses, il a certaines images en tête, il a une demande. Et ça marche pas parce que madame refuse, et monsieur veut, ça peut être l'inverse aussi, c'est moins fréquent, mais ça peut aussi être le cas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Rabotai, il y a une seule possibilité de s'en sortir, c'est poser la shela à un rav. Poser la shela à un rav, mais il faut que ce soit un rav qui est reçu, qui ait une Kabbalah, qui ait une Massoret, qui sache répondre à ce genre de questions. Là aussi, comme dans Nida c'est un sujet technique, et qui n'est pas traité par tous les rabbanim. Vous avez des rachés shivot qui ne s'occupent pas de Nida, des kabbalistes qui ne s'occupent pas de Nida, c'est pas leur domaine. Donc, ils n'ont pas cette formation. Pour les questions de vie intime aussi, il faut savoir à qui on pose la question. Mais il faut poser la question. Rester dans le doute, et rester dans le quiproquo, rester très souvent dans la querelle, parce que le conjoint qui est insatisfait, il y aura une frustration qui va aller en s'aggravant. L'autre moitié du couple aussi va sentir peut-être qu'on fait pas ce qu'il faut. La Torah a beaucoup de largeur de vue, énormément de largeur de vue, beaucoup plus que ce qu'on s'imagine, que tout un chacun s'imagine. Donc lorsqu'il y a un problème, il y a une difficulté au sein du couple, il y a des questions qui bloquent, qui empêchent le couple de communiquer dans tout ce qui est vie intime, il faut avoir le courage de poser la shela à Rav. Un détail très important, lorsque vous posez une question à un Rav, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas besoin de donner votre nom et votre prénom. Ça n'intéresse pas le Rav. De la même manière que la pointure de vos chaussures et votre numéro de carte d'identité ou de matricule sociale n'intéresse pas, votre nom aussi n'a pas d'importance. Dans certains cas, le Rav voudra savoir si vous êtes un couple qui venait de faire tchouva ou si vous avez 30 ans de vie intense de Torah derrière vous, si vous avez des problèmes de foyer, de shlom bayit ou non. Donc c'est une question peut-être, mais mettez-vous à la place du Rav. Il sera beaucoup plus facile de poser ces questions. Vous demandez est-ce que ça va avec votre épouse, ça va pas. Si il ne sait pas comment vous appelez, que si vous vous êtes présenté. Donc vous posez ce genre de questions, il faut les poser, mais une fois que vous les avez posées, avant de les poser, ne vous présentez pas, c'est pas nécessaire. Alors en France aussi, parce que si le coup va diffuser en France, c'est important. Je donne une adresse. Il y en a beaucoup d'autres, je suis persuadé, mais une adresse d'un Rav qui, je sais, a les compétences pour répondre à ces questions d'intimité. Je répète, pas tous les rabbinim peuvent le faire. Donc, je donne une adresse en France, c'est Rav Brandt à Sarcelles. Donc, Rav Yechiel Brandt à Sarcelles. Pardon? Vous donnez une adresse en France, on a vu comme ça. Oui, non, pour les gens qui vont écouter le cours en France. Donc, en Israël, donc, vous avez la possibilité, bon, ceux qui parlent l'hébreu peuvent poser des questions, par exemple, à Bnei Brak, à Rav Mordechai Gross, ou à Rav Moshe Shaul Klein. C'est deux adresses que je vous donne en hébreu. En français, donc, je vous donne je comprends que les personnes qui me connaissent personnellement ont une certaine gêne de poser ces questions. Une fois, c'est partie du vécu d'un Rav. Donc, si vous voulez poser la question, me poser la question, il n'y a pas de problème. Dans cela, il y a mon beau-père, Rav Mordechai Zekbach, l'ancien délégué de Strasbourg, qui a Kiryat Sefer. Vous pouvez vous adresser de ma part à lui. Donc, vous dire que vous me posez une question. Et il y a encore, bien entendu, d'autres rabbanis. Donc, c'est pas une liste exhaustive. J'ai pas fait une liste exhaustive de rabbanis. Il y a une question. Il faut la poser. Ne restez pas dans l'interdit parce que trop souvent, ça pose des gros problèmes de shlom bayit. Voilà. En fait, c'était une longue parenthèse dans ces dernières règles de prévention. Quelques mots. Pardon? Les numéros. Ah bon, d'accord. Non, je vous les donne tout de suite. Donc, mon beau-père à Kiryat Sefer, donc je vous donne le téléphone à la maison, c'est le 08. Donc ça va être enregistré, donc vous pourrez écouter sur la cassette. 974 44 10. Donc je vous donne le téléphone de Rav Brandt à Sarcelles pour ceux qui sont en France. J'espère qu'il m'en voudra pas parce que j'ai pas demandé la permission, mais je suis persuadé que il sera content de vous aider. Donc en France, c'est 01 39 90 43 79. Voilà. Donc les questions au niveau des règles de prévention, lorsqu'une femme est enceinte ou lorsqu'une femme allaite,
il y a des exceptions. Donc, les règles sont pas tout à fait différentes. Elles sont pas tout à fait similaires, il y a des différences. Donc, en cas de grossesse, bon, je vais pas rentrer dans les détails maintenant, on n'a plus le temps de le faire, donc il faut poser la question à Rav. Il faut savoir que les 3 premiers mois de la grossesse, il y a plus ou moins les règles continuent à s'appliquer dans la théorie. Après, c'est différent. Pendant la grossesse, s'il y a un écoulement sanguin, il faut savoir que le statut Nida est valable. Même si une femme est enceinte, la femme sera Nida. L'accouchement rend la femme Nida. Donc, en début d'accouchement, lorsqu'une femme a soit un saignement, soit la perte du bouchon muqueux, là, il faudra poser la chaîne à un Rav, soit lorsqu'il y a des contractions rapprochées, fortes et régulières, il faut se séparer. Si ces contractions s'arrêtent, la femme redevient permise sans aller au mikvé. Mais si elle continue, il faudra se séparer, c'est Nida. Donc, une fausse couche rend la femme Nida. Une fausse couche rend la femme Nida. Il faut savoir qu'en cas de fausse couche, il faut attendre plus que les 5 et 7 d'habitude. Il faut d'habitude, sauf si on a pu voir que le fœtus était un garçon, là, il suffit d'attendre 12 jours. En cas de fausse couche, il faut attendre 14 jours complets, donc aller au mikvé seulement au 15e jour. Là aussi, il y a beaucoup de détails. Je peux pas rentrer maintenant dans tous ces détails, ce serait trop complexe. En cas de fausse couche, je vous demande de poser la question à Rav, savoir à partir de quand on compte ces 14 jours. Médicalement, il faut savoir qu'une femme qui a une fausse couche, on va lui conseiller d'attendre le retour des règles pour avoir un rapport. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui sont complexes. En cas d'accouchement, vous avez dit la règle des 40 et 80 s'applique plus. Elle s'est jamais appliquée dans le sens où les gens l'ont comprise. Donc, donc, une femme après un accouchement peut aller au mikvé. Donc, une fois que les 14 jours pleins sont passés, techniquement, elle peut aller le 15e soir au mikvé. Si c'était une fille, le 13e soir, c'est un garçon. Rav Wosner, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, il conseille d'attendre 6 semaines pour aller au mikvé, pour que le corps puisse reprendre un peu de ses forces. Mais c'est pas une obligation halachique, c'est un conseil. Il y a un autre paramètre, il faut dire qu'une femme après un accouchement, elle saigne. Parfois, elle va saigner plus de 6 semaines aussi. Donc il y a un paramètre de santé physique, un autre paramètre, c'est il faut que l'écoulement soit arrêté. Donc, ça c'est les décès après l'accouchement, c'est des saignements Nida. Oui, c'est tout à fait Nida. Peu importe si c'est un accouchement, une fausse couche ou une césarienne, on en a parlé lors du premier coup. Donc il faut attendre, pardon? Oui, concrètement, il faut attendre le 15e soir pour aller au mikvé théoriquement. Mais il faut que, si elle va au mikvé, le 15e soir, elle a fait les 7 jours de pureté, les 7 jours, théoriquement, elle peut aller au mikvé le 15e soir. Dans la pratique, c'est irréalisable. Non. Alors, je vous dis. Non. Bon, donc, je vous le répète, au niveau de la halakha stricte, si une femme est propre, c'est pratiquement irréalisable. Elle pourrait aller déjà le 15e soir après l'accouchement au mikvé. La Torah parle de Torah à ce moment-là ils n'ont pas de Nida Non, l'accouchement c'est Tumat Leda. C'est un statut qui est similaire à Nida. C'est un interdit de la Torah avec certaines particularités. Entre autres, il suffit pas d'attendre 12 jours. Si c'est une fille, il faut attendre 14 jours complets. Il y a d'autres petits détails. Mais vous pouvez aller au mikvé sans attendre le 80e jour pour une fille ou 40e jour pour un garçon. Donc, je suis pas révolutionnaire. Vous savez, vous me connaissez, je suis un monsieur très classique. Et donc, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte. Et ça fait partie, c'est une bonne décision. Vous posez la question de ces 42 80 jours. C'est partie de ces fausses idées. Ces fausses idées qu'on a trop souvent au niveau d'Ida. Ces erreurs. Et parfois, ces erreurs graves. Imaginez-vous attendre 80 jours. Bon, c'est pas évident. Ni pour l'homme ni pour la femme. Alors quand c'est totalement superflu, c'est vraiment dommage. Donc, mais pas besoin d'attendre 80 jours pour aller au mikvé. Voilà. Il y a certaines règles par rapport à la femme qui est ménopausée. Il faut savoir que la période de préménopause est une période délicate parce que les règles, elles arrivent à l'improviste. Parfois pendant 2-3 mois, il n'y a pas de règles et puis tout d'un coup ça arrive et parfois c'est très rapproché. Donc il n'y a pas de chaque cas est un cas d'espèce. Là aussi. Pendant la période de préménopause, faites attention avant un rapport. Il faut au moins vérifier regarder sous vêtements s'il n'y a pas de tâches qui pourraient être un signe avant-coureur de l'arrivée des règles. Donc, une femme a le statut de ménopausée au niveau d'Halakha, seulement à un âge assez avancé. Il est marqué dans notre Shuvot Bet Shlomo que c'est à partir de l'âge 67 ans qu'elle a vraiment le statut de ménopausée. Dans la réalité, la plupart des femmes, avant cet âge-là, n'ont plus leurs règles.
Et donc, les lois de Nida, une fois que la femme était au mikvé, après les dernières règles, ne s'appliquent plus, sauf s'il y a un remariage. En cas de veuvage, il y a un remariage. C'est important de préciser qu'une femme qui se marie, même si elle est déjà ménopausée, devra, là aussi, compter les 7 jours et aller au mikvé. Donc, même si elle a eu ses dernières règles à l'âge de 55 ans, il y a eu un veuvage, elle se remarie à l'âge de 60 ans, et donc, elle devra aller au mikvé après avoir fait les bdikot indispensables, donc, et avoir attendu. Donc, même si elle n'a pas eu ses règles pendant cette période, comme toute kala, comme toute mariée, elle devra aller au mikvé. C'est important de le préciser parce que en cas de remariage, ça ne se sait pas toujours. Même après 5 ans sans règle, elle doit faire Oui, avant le mariage, oui. Ah, avant le mariage. Avant le mariage, elle va compter les 7 jours, donc une fois avant le mariage. 7 jours à partir de Le moment où elle décide de se marier. À l'approche, c'est une bonne question, à l'approche du mariage. On fait ça à proximité du mariage, quand, etc. Je rentre pas dans ces détails. Je vous souhaite à tous vos couples une longue vie ensemble. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Si jamais Chassechal le cas se présente, vous me poserez la question. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette série de cours. Donc, je vous souhaite, je vais avec une bracha, celui-là qui prend sur lui d'avancer dans la Tahara, il va être aidé. Lorsque Akadosh Baruch Hu voit que un couple fait des efforts pour progresser, d'habitude, tout s'améliore. Tout s'améliore. Le respect de Salahot s'améliore. Le Shlom Bayit s'améliore. On verra, on parlera de ça. Il suffit pas de respecter Nida pour que le Shlom Bayit soit automatique. Il faut travailler sur la personne. Il faut essayer de dominer son égoïsme naturel. Ça fait partie d'un travail intrinsèque au couple. Mais il y a une grande satisfaction, une grande aide dans le couple, dans les enfants. On voit que les choses changent. Il faut avoir le courage, la volonté de réviser ses halachot. Et deuxième donnée indispensable, lorsqu'il y a un problème. Je me le répète, et c'est volontaire, c'est pas un lapsus. Je me répète, il y a un problème, une question, vous posez la shela au Rav. Ne vous interdisez pas à tort et travers, et inversement, ne vous permettez pas lorsque vous êtes interdit. Donc, la Nida, c'est une bracha dans la maison. C'est une bracha dans la maison. Vous savez que Ish ve Isha, l'homme et la femme, la différence, la maison, on s'écrit l'homme et la femme. Au niveau de l'orthographe de l'homme, il y a Aleph Yud Shin, il y a un Yud. Au niveau de la femme, c'est Aleph Shin Hei, il y a un Hei. La différence entre l'orthographe de l'homme et de la femme, c'est Yud et Hei. Yud Ke, c'est le nom de Dieu. Lorsqu'un couple respecte Nida, comme il faut, et comme il faut, encore une fois, il ne suffit pas d'attendre et d'aller au mikvé. On est très loin de Nida lorsqu'on attend et on va au mikvé sans faire les bdikot, etc. Alors, c'est fait comme il faut Nida, avec les règles qu'on a vues, avec les questions orales lorsqu'il y a un problème. On a Yudke, on a le nom de Dieu, la présence divine, la Shrina, qui est présente dans nos foyers. Lorsque Chas Shalom, on ne respecte pas comme il faut Nida, Dieu n'accepte pas de résider dans un couple, on ne respecte pas Nida. Ça ne peut pas aller ensemble. On lui ferme la porte, et lorsqu'on lui ferme la porte, la Shrina n'est pas là, le Yud part, et le Hei part. Le Yudke part. Yudke, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu part de ce couple. Ce qui reste, c'est Aleph Shin, c'est le feu. Voilà, je vous souhaite que vous ayez la Shrina Shrouya Bevatechem, vous ayez Shlom Bayit Amiti, et que vous puissiez voir que du Nachat de tous vos enfants. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va commencer une nouvelle série. Bezrat Hashem, la semaine prochaine.